Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette session plénière dédiée à la maladie de Lyme. Je dois dire tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de la maladie de Lyme, je suis psychiatre. En revanche, il m'arrive fréquemment d'être sollicité par mes collègues non psychiatres de l'hôpital européen Georges Pompidou notamment pour donner mon avis sur le cas de patients qui souffrent de symptômes fonctionnels, en tout cas pour lesquels une origine lésionnelle n'a pas été identifiée. Et ces dernières années, il arrive de plus en plus souvent que ces patients aient une idée de l'origine de ces symptômes et attribuent ces symptômes à une possible maladie de Lyme dite chronique. Voici mes liens d'intérêt. Je ne pense pas avoir de conflit avec ceux dont je vais vous parler. Je pars d'un cas clinique d'un patient qui m'a été adressé. C'est un homme de 36 ans, il est marié, père de 2 enfants, c'est un cadre supérieur. Il a consulté un interniste du service de l'HEGP pour une possible maladie de Lyme chronique. Il n'a pas une adhésion complète et exclusive à ce diagnostic. Il a des symptômes, il consulte printemps 2016, il a des symptômes qui durent depuis 9 mois, assez aspécifiques, avec des arthralgies, une fatigue, une sensation de serrement des membres, un engourdissement des mains, et puis des difficultés cognitives, troubles de concentration et de mémoire. Il y a déjà un fort retentissement qui se traduit par beaucoup d'avis médicaux, et non médicaux d'ailleurs, dont il dira que personne ne sait finalement ce qu'il a. Il a recherché pas mal d'informations sur Internet, il évite les efforts physiques et là, il est en arrêt de travail. Le diagnostic de maladie de Lyme a été posé par un médecin après que ce médecin a recherché attentivement l'exposition possible à une morsure, une piqûre de tique. Et le patient a effectivement mentionné une piqûre d'insecte qui avait donné lieu à une lésion inflammatoire quasi immédiate et qui n'avait pas duré plus de 48 heures. Il a reçu 3 mois de céfixime, puis 2 mois d'une bithérapie amoxicilline doxycycline, sans amélioration. Il a ensuite refusé une 3e ligne. Il a malgré tout été hospitalisé. Et il y a un certain nombre d'explorations qui ont été faites sans que ces explorations n'aient pu trouver une origine dite organique à ces symptômes. Et ces explorations ont exclu, vu la chronologie des symptômes, l'attribution à une maladie de Lyme. Il y avait un titre un tout petit peu, pas préoccupant, mais un tout petit peu évocateur au niveau des anticorps antinucléaires. Et en fait, c'est ça qui a fait proposer la consultation avec le médecin interniste, qui lui va réaliser un examen physique normal, bien sûr, va reprendre l'anamnèse, et va exclure le diagnostic de maladie de Lyme, va diagnostiquer un épisode dépressif caractérisé, qui est apparu secondairement, ce qui va permettre de justifier l'adressage à un psychiatre, à quelqu'un de l'unité où je travaille. Voici un exemple typique de patients qui nous sont adressés et qui attribuent un certain nombre de symptômes à la maladie de Lyme. Alors, le diagnostic qu'on va faire souvent en tant que psychiatre, c'est celui d'un trouble à symptomatologie somatique, ex-trouble somatoforme, mais nos collègues non psychiatres n'utilisent pas ces catégories diagnostiques. Souvent, ils parlent de syndrome somatique fonctionnel, ou plus exactement, ils ont le ou leur syndrome somatique fonctionnel préféré. Certains d'entre eux sont définis par des symptômes, et d'ailleurs peuvent avoir une reconnaissance par des sociétés savantes, parfois internationales, et d'autres sont définis par l'attribution de symptômes très divers à une cause. Alors, dans cette catégorie, on a la dernière ligne, l'intolérance environnementale idiopathique, dans laquelle il y a des sous-types, électrosensibilité par exemple, et puis il y a la maladie de Lyme chronique, dans laquelle la caractérisation n'est pas faite par les symptômes, qui sont extrêmement divers, et parfois des symptômes qui ne sont pas connus comme étant ceux des complications d'une maladie de Lyme, mais par l'attribution à cette cause. D'un point de vue, si on prend un peu de recul, on peut se dire que, comme depuis longtemps, c'est ce qui se dit, que ce découpage en syndrome fonctionnel spécialité par spécialité est plutôt un artefact du découpage de la médecine en spécialité. Donc chacun voit midi à sa porte et croit reconnaître ou croit voir les symptômes évocateurs d'une maladie dont il est spécialiste. Un psychiatre pourrait diagnostiquer une dépression ou que sais-je. Il y a des propositions plus unicistes. Vous connaissez peut-être la proposition de l'OMS, du Bodily Distress Syndrome, dans lequel il est suggéré que certains patients souffrent de symptômes essentiellement musculo-squelettiques, qui ressemblent aux critères un peu d'un syndrome fibromyalgique. D'autres pourraient avoir des symptômes essentiellement gastro-intestinaux, ce qui ressemble à peu près aux critères de Rome du syndrome de l'intestin irritable. D'autres encore pourraient avoir des symptômes très généraux et qui ressembleraient aux critères d'un syndrome de fatigue chronique. Et ce qui semble intéressant dans cette proposition, ce n'est pas de considérer les symptômes communs qui peuvent éventuellement ne pas exister, mais plutôt le fait qu'il pourrait y avoir des mécanismes communs, et c'est ce dont je vais vous parler. En tout cas, je vais vous donner un point de vue de psychiatre sur ces mécanismes communs.
en ayant en tête qu'avoir un modèle explicatif, c'est une partie de la thérapeutique auprès de ces patients qui sont ont souvent le sentiment de ne pas être entendus et sont pas confortables avec l'idée qu'un médecin puisse dire bah, « ça, on ne comprend pas, je ne sais pas ce que vous avez », voire ce sont des symptômes médicalement inexpliqués, alors qu'on dispose quand même de modèles explicatifs. Il y a quelques modèles, je ne vais pas tout passer en revue bien sûr, mais le modèle le plus simple, simpliste disent parfois certains détracteurs, mais je pense que le modèle plus simple, le plus pragmatique, c'est le modèle comportemental. Ce modèle ne fait pas l'impasse sur une certaine prédisposition, mais surtout fait intervenir un facteur déclenchant qui est en général un facteur déclenchant physique, pas psychologique, physique. Ça peut être éventuellement une infection aiguë. Quelques exemples, donc une infection aiguë, par exemple virale, qui vous met un peu capoute pendant quelques jours ou semaines, dans le cas de l'EBV par exemple, une gastroentérite bactérienne aiguë, une lombalgie aiguë. À la suite de cette exposition aiguë, de cet épisode aigu, des mécanismes de conditionnement peuvent avoir lieu. Par exemple, pendant une gastroentérite, votre cerveau va apprendre qu'à chaque distension du tube digestif doit correspondre à une sensation douloureuse, et cette sensation douloureuse peut ensuite persister par conditionnement alors que votre muqueuse a guéri. En général, ça va disparaître parce que vous allez reprendre une alimentation normale et vous allez vous déconditionner. Oui, à condition de vraiment reprendre vos habitudes. Sinon, il peut y avoir une absence de déconditionnement, voire un conditionnement secondaire, par évitement, un conditionnement opérant. Plus vous allez éviter, par exemple, dans un autre domaine, l'effort physique, plus vous allez devenir sensible aux symptômes éventuellement pénibles induits par l'effort physique. Et dans ce modèle-là, on aboutit donc à un trouble constitué à partir d'un facteur déclenchant qui peut être tout à fait médical, organique, à une situation d'un syndrome somatique fonctionnel qui évolue pour son propre compte. Pourquoi il est pragmatique ce modèle? Parce que souvent ça permet de donner des conseils vis-à-vis des conduites d'évitement des patients. Si un patient a amélioré son syndrome de l'intestin irritable en, par exemple, au hasard, en retirant le gluten de son alimentation, bah, la bonne pratique consiste au contraire à réintroduire, et recommander la réintroduction progressive d'aliments contenant du gluten et les autres composés qui y sont associés, parce qu'il va s'y déconditionner et donc il va devenir réellement hypersensible au gluten simplement par l'évitement. Alors ça ne suffit pas évidemment, mais il y a quelques éléments de preuve, entre guillemets, des exemples. Par exemple, on peut conditionner des gens à une dyspnée, il suffit de leur faire respirer un air enrichi en CO2 et associé à une odeur particulière. Ça marche avec les odeurs pénibles comme l'ammoniac et pas avec le patchouli. Mais quand vous respirez un air enrichi en CO2, ben, votre fréquence cardiaque respiratoire augmente, vous avez une sensation de dyspnée. Si c'est associé à une odeur ammoniaquée, secondairement, quand vous allez respirer à nouveau cette odeur, y compris en air ambiant, vous allez avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire et une dyspnée induite qui n'est plus induite par l'environnement, mais qui est induite par le conditionnement et par l'adaptation, l'anticipation de votre cerveau qui pense qu'il vaudra mieux se comporter de cette façon-là. La même chose existe avec la douleur, un peu tout à fait. Alors, ce n'est pas très éthique à mon sens, parce que c'est très facile de conditionner les mammifères, nous compris, et c'est pas simple de se déconditionner. Mais on peut conditionner à la douleur également. Il suffit d'associer une cellule vibratoire sur le dos, là c'est un dos, une région lombaire, une cellule vibratoire avec un choc électrique douloureux. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus besoin de donner le choc électrique douloureux pour que la cellule vibratoire provoque une douleur. Ce modèle comportemental ne suffit pas, il faut aussi des facteurs cognitifs, j'en ai cité que 3 ici. Le premier facteur, c'est un facteur attentionnel. Ça, c'est un point qui est important à évoquer en consultation. Si par exemple, là, je vous demande de prendre conscience du poids de votre corps dans le fauteuil, instantanément, vous allez avoir des sensations corporelles qui n'habitaient pas votre esprit il y a 5 secondes. Elles ne sont pas imaginaires non plus. Si vous n'étiez pas assis, vous ne les auriez pas. Mais enfin, quand même, ça montre que l'attention peut susciter des sensations corporelles. Et le rôle de cette attention peut être également introduit sans que ce soit vécu comme quelque chose de volontaire. Vous pouvez demander ensuite à votre patient de ne pas prêter attention au poids de son corps sur le fauteuil, ce n'est pas évident. Un modèle qui rend bien compte du poids de l'attention et de l'anticipation, c'est le modèle bayésien de la perception. En général, ce que l'on perçoit, c'est le fruit d'une balance entre ce que l'on s'attend à percevoir et puis les signaux qui vont confirmer ou infirmer cette attente. Et en général, il y a un bon équilibre. Alors, cela dit, si une guêpe, peut-être pas une tique, mais si une guêpe vient me piquer le cou, a priori, je n'ai pas besoin de m'y attendre pour le ressentir. En revanche, pour le poids de mon corps sur la chaise, oui, il a fallu qu'on attire mon attention. Brièvement, dans les troubles somatoformes, on pense que l'anticipation, l'attente du symptôme est tellement forte, et c'est une attente qui est implicite, non consciente, qu'il suffit de très peu, voire d'aucun stimulus pour la provoquer.
Pour le rendre plus vivant, je vous propose de vous prêter à cette expérience que vous connaissez peut-être. Je vais vous demander de réfléchir quelques instants au fait que vous allez adhérer ou pas à l'idée que la case A a la même couleur que la case B. Qu'est-ce que vous en pensez? L'effet, c'est que la case A a la même couleur que la case B. Voilà, vous lui dites, c'est un psychiatre, il fait son malin. Donc, bref, vous avez une idée, croyance erronée, partagée par votre sous-groupe culturel, vous n'êtes pas délirant, et d'ailleurs, vous allez abandonner cette idée, parce que je vais vous donner les preuves du contraire. Donc la case A et la case B ont exactement la même teinte, mais notre cerveau est ainsi fait qu'il pense que ça, c'est un échiquier. Il a des croyances a priori sur cet objet. C'est un échiquier. C'est purement non conscient, il n'y a rien à faire. Il nous fait voir la case B plus claire que la case A. Le poids des représentations et des attentes sur ce que nous percevons crée la perception. Une dernière fois pour le fun. C'est un peu étonnant quand même, hein. Donc vraiment, l'anticipation de ce que notre cerveau s'attend à percevoir, il le perçoit réellement. Et donc ça fait passer les sensations corporelles à la notion de symptômes somatiques si je les associe à la croyance qui sont liées à une maladie physique. Ce qui est un deuxième niveau de croyance. D'où peut venir ce niveau de croyance? Alors j'ai pointé à l'extérieur de ce modèle des facteurs favorisants. Le névrosisme, c'est pour dire, et c'est souvent ce qui est pensé et observé, que les individus plus anxieux, ayant un tempérament plus anxieux que d'autres, sont plus à même de développer ces syndromes. Mais quand même, je voudrais attirer, enfin vous le savez, on le sait tous, sur le fait que notre environnement médiatique au sens large, notamment Internet, est extrêmement anxiogène. Pierre Tadevin a montré un exemple de cette une de l'Obs. Et bien sûr, l'environnement médiatique, les informations auxquelles, alors je suis désolé, on ne s'était pas concerté, mais on peut trouver dans notre environnement des choses très, très inquiétantes. Et là, vous voyez le sous-titre du livre, « Infection cachée, vie brisée ». Il y a les deux croyances principales, deux croyances qu'on essaye d'assouplir en thérapie cognitive dans les troubles somatoformes. L'attribution à une cause, ce sont les ondes, peu importe, et le catastrophisme, ça va briser ma vie, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et là, les deux sont présentes, infection cachée, vie brisée. Il y a des preuves scientifiques du fait que des informations alarmantes peuvent susciter des symptômes. J'ai oublié le petit pointeur. En haut à gauche, vous avez les symptômes qui sont perçus par des gens qui sont exposés à droite à des champs électromagnétiques, Wi-Fi en l'occurrence, et à gauche pas à ces champs. En fait, ils ne le savent pas, mais quand ils sont exposés à des champs Wi-Fi, c'est placebo versus Wi-Fi. Et en fait, il n'y a pas de différence entre l'exposition au placebo et l'exposition au Wi-Fi. La seule vraie différence, c'est quand les gens pensent être exposés aux champs électromagnétiques versus quand ils pensent ne pas y être exposés. Et donc, il y a des preuves expérimentales depuis des années qui suggèrent que oui, l'effet nocebo existe parfaitement, il est documenté, il ne peut pas être jeté en pâture pour dire que l'effet nocebo, c'est n'importe quoi, etc. Il y a vraiment un niveau de preuve qui est très important. Et cet effet nocebo est renforcé, c'est le diagramme en bas à droite, par l'exposition à des informations alarmantes. Et donc, si j'ai lu un article très inquiétant sur l'imprégnation de notre environnement par les ondes électromagnétiques versus quelque chose qui n'a rien à voir, je vais être plus sensible à l'induction de ces symptômes par un effet nocebo. Il y a bien sûr des facteurs biologiques, une hyperréactivité au stress qui est le pendant de cette personnalité anxieuse, qui va d'ailleurs pouvoir générer des symptômes qui ne sont en fait que les signes corporels de l'anxiété, mais qui peuvent être perçus comme les signes supplémentaires d'une maladie somatique, éventuellement sévère, à la faveur d'un autre trait de personnalité que l'on nomme alexithymie, qui désigne en gros la difficulté de reconnaître en soi, de reconnaître son propre état émotionnel. Et il y a des travaux en population générale notamment qui montrent que plus on a de difficultés à identifier son état émotionnel et notamment à attribuer les sensations émotionnelles, sensations corporelles qui sont associées aux émotions, plus on a tendance à attribuer ces sensations à une origine organique. Et par exemple, si avant de prendre la parole, je me dis tiens c'est marrant, j'ai les paumes un peu moites, la gorge serrée, etc. Si je ne suis pas capable de relier ça à l'anxiété anticipatoire de donner ce topo, eh bien je vais peut-être attribuer ces symptômes physiques, pourquoi pas, à une autre cause. On connaît le rôle prédisposant lointain de certains facteurs d'exposition, en particulier des traumas infantiles, qui sont un facteur de risque tout à fait associé au risque de développer donc, des troubles somatoformes ou des syndromes somatiques fonctionnels à l'âge adulte, absolument pas spécifique, hein, c'est un facteur de risque ubiquitaire pour les troubles mentaux. C'est vrai pour tout type
de traumatisme, et c'est vrai pour tout type de syndrome somatique fonctionnel. Ici, il y avait fibromyalgie, douleur généralisée, syndrome de fatigue chronique, etc. Les facteurs comportementaux, je n'y reviens pas. En tout cas, je ne reviens pas sur le conditionnement, on en a parlé. L'évitement est important, très important. Et à nouveau, ce sont des choses sur lesquelles on peut agir de façon très pragmatique, conseiller nos patients. Ici, on voit que ce monsieur a beaucoup d'avis médicaux. Alors, il évite les efforts physiques, l'arrêt de travail, etc. On peut s'interroger sur où est l'évitement dans le fait d'être tout le temps chez le médecin ou chez les médecins ou de rechercher des informations sur Internet. Et en fait, comme beaucoup de personnes anxieuses, ce que ces patients évitent, ce n'est pas l'anxiété, c'est l'incertitude. Ils voudraient ne pas être dans une situation d'incertitude. Ils sont devenus souvent intolérants à l'incertitude. Donc ce que l'on prescrit, plutôt que de dire du mal de tel ou tel site Internet, en général, on fait quelque chose d'un peu agnostique et on dit on va mesurer votre anxiété ou vos symptômes pendant une semaine, et puis ensuite, pendant une semaine, vous allez vous interdire, si une semaine ça vous paraît tenable, vous allez vous interdire de consulter les sites, et puis on verra bien, vous allez également mesurer vos symptômes, et là, les patients font parfois l'expérience, souvent l'expérience, qu'en fait, ils sont moins anxieux, voire moins symptomatiques, quand ils se sont interdits de consulter les forums Internet pendant une semaine, alors qu'ils les consultent justement en quête de réassurance. Les modèles parentaux, d'autres traits de personnalité comme le perfectionnisme, le fait de ne pas tolérer de fonctionner à moins de 100%, peuvent favoriser ce type d'évitement et de conditionnement. Un dernier point sur lequel je finirai, c'est celui des facteurs sociaux. Alors évidemment, la question d'accéder au statut de malade est une question centrale. Vous le savez, ce dont besoin ces patients, ce qu'ils viennent rechercher auprès de la médecine, souvent c'est une reconnaissance de leur statut de malade et parfois c'est devenu un combat si on ne leur a pas reconnu ce statut de malade. On sait que par exemple donner un diagnostic de fibromyalgie à un patient qui souffre d'un syndrome fibromyalgique, même si on n'est pas certain que cette entité mérite d'être isolée des autres, on sait que c'est associé à des éléments positifs en termes de parcours de soins, ça met fin à l'errance diagnostique, ça diminue la consommation de soins, et donc il y a des effets positifs. Le risque, bien sûr, c'est que les gens s'enferment dans l'identité d'un patient qui souffre d'une maladie établie et qui ne pourrait plus en sortir. Donc c'est quelque chose qui est assez complexe à manier et qui, en fait, ne peuvent pas, je ne pense pas qu'on puisse donner de recommandations générales, il faut vraiment s'adapter au cas par cas en fonction de l'adhésion ou pas de la personne à ce diagnostic qui lui a été donné. Néanmoins, le sentiment de rejet est quelque chose d'important et je voudrais attirer votre attention sur les travaux qui suggèrent qu'un sentiment de rejet peut non seulement favoriser les douleurs de type somatoforme, mais en plus nous rendre plus enclins à adhérer à des théories étiologiques peut-être un peu limites, voire farfelues. Alors comment on fait pour tester en psychologie expérimentale le sentiment de rejet social ? Par exemple, on invite quelqu'un à participer à un jeu vidéo dans lequel, c'est assez ancien, vous le voyez, hein, on a fait des progrès dans les jeux vidéo depuis. Le personnage est figuré par la petite main en bas, donc il s'inscrit et il va jouer avec deux protagonistes qu'il a rencontrés avant cette expérience, donc Pierre et Xavier, ils ont l'air sympas, très bien. Au début, ça se passe bien, Pierre passe la balle à Xavier, Xavier la passe à Cédric en l'occurrence. Et puis au bout d'un certain temps, ça se corse, puisque Pierre et Xavier, qui avaient l'air pourtant sympathiques, se mettent à jouer entre eux et m'exclut de cette partie de balle. Alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il s'agissait d'un test mental pour tester mon imagerie mentale, voir si j'étais capable de m'imaginer en train de faire une partie de beach volley. Mais en fait, ce que je ressens, c'est un sentiment d'exclusion. Et donc, on peut s'intéresser au fonctionnement de mon cerveau pendant que j'ai ce sentiment d'exclusion. Et une constatation qui a été faite et qui est tout à fait fascinante, c'est que les régions cérébrales qui sont impliquées lors de ce sentiment de rejet social sont des régions cérébrales qui sont impliquées dans la dimension affective de la douleur, c'est-à-dire ce qui fait que la nociception est aversive et pénible. Et ce sont aussi des régions, vous le voyez en haut à gauche, qui distinguent les patients souffrant de troubles somatoformes douloureux des personnes saines ou des personnes souffrant de troubles somatoformes non douloureux. Et donc le rejet social induit non seulement un sentiment pénible de rejet social, mais aussi favorise l'activation des régions cérébrales qui sont chargées de rendre la nociception pénible, c'est-à-dire la nociception douloureuse. Par ailleurs, le rejet social au niveau comportemental favorise l'agression, sauf si on n'a pas d'autres personnes à qui s'affilier que la personne qui nous agresse, c'est un autre sujet. Et les comportements prosociaux. Quand j'ai été exclu par A, je vais être plus prosocial avec B et C. Je vais plus travailler pour le groupe, plus coopérer, je vais offrir plus spontanément mon aide, je vais adopter inconsciemment les mimiques de mon interlocuteur.
noter avec plus d'indulgence une prestation orale, se conformer aux opinions des autres, vous voyez où je veux en venir, exprimer un sentiment religieux, manifester de l'intérêt pour de nouveaux groupes, même étranges, adhérer à des croyances conspirationnistes ou superstitieuses. Donc le sentiment d'être rejeté nous prépare à adhérer à des théories étiologiques qui, éventuellement, pourront sembler tout à fait irrationnelles, mais si elles nous permettent de réparer ce sentiment d'exclusion sociale, elles vont devenir très appétitives. Donc voilà pour ce modèle. J'en ai terminé avec cette exposition. Je voulais à nouveau vous dire que ça me semble être une partie importante de la prise en charge, proposer un modèle explicatif, même s'il est sommaire, même s'il est schématique. De toute façon, on l'offre aux patients en disant qu'on va en tester certains bouts lors de la thérapie, lors d'exercices d'exposition, par exemple. Et il s'intègre tout à fait au principe thérapeutique que j'ai résumé sur une diapo, mais ce n'était pas l'objet aujourd'hui. Travailler l'alliance thérapeutique encore plus qu'avec d'autres patients, puisqu'en général, on leur offre un diagnostic qu'ils ne souhaitent pas. La restructuration cognitive a montré son intérêt quand on s'intéresse à assouplir les croyances autour de l'origine purement physique des symptômes et du catastrophisme, du fait que ma vie va être foutue à cause de ces symptômes. L'exposition progressive est extrêmement importante, réintroduire les comportements que les patients ont cessé d'avoir pour limiter les symptômes à court terme, qui ne font qu'aggraver les symptômes à long terme. Bien sûr, éviter ou augmenter l'exposition à la certitude en évitant qu'un autre collègue refasse tout le bilan que 10 collègues ont déjà fait, ce qui nécessite beaucoup de temps et de communication entre les intervenants pour coordonner cette prise en charge. Et enfin, alors c'est peut-être là d'ailleurs que mes liens d'intérêt peuvent éventuellement être critiqués, il y a un certain nombre de travaux qui suggèrent que les produits IRS, inhibiteurs de recapture de la sérotonine, que le patient soit ou pas cliniquement déprimé pourrait être efficace dans certaines formes. Les ISRS sont le traitement médicamenteux le plus efficace, modestement efficace, mais le plus efficace dans les troubles fonctionnels intestinaux, bien plus que les antalgiques, les antispasmodiques ou les régulateurs du transit. Les IRSNA, inhibiteurs mixtes, peuvent être utiles dans la fibromyalgie, et puis l'imipramine, un des tout premiers antidépresseurs, a montré son efficacité dans les syndromes somatiques fonctionnels multiples. Un peu de pub pour cet article paru dans la revue de médecine interne, puisqu'il s'agit de présenter le modèle bayésien de la perception lors d'une consultation avec un patient souffrant de troubles fonctionnels. Donc il est vraiment tourné pour ça, avec des exemples pratiques de comment on peut aborder ce sujet avec les patients. Et la dernière page de pub pour ce livre que j'ai eu l'honneur de coordonner et dans lequel il est beaucoup question, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent plus particulièrement à la psychiatrie, des patients souffrant de troubles somatoformes. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention. Bonjour. Je suis sur le balcon tout là-haut, là. Je prends le soleil. Balcon du milieu. Pierre-André Bonnet, je suis médecin à Marseille, à côté d'Avignon. Deux questions. Enfin, une surtout, ça fait quelque temps là, que dans des lectures et sur Twitter, par exemple, je vois souvent passer des concepts autour d'un troisième type de douleur. Il y avait la douleur nociceptive, la douleur neuropathique, et je vois régulièrement passer des trucs autour de la douleur nociplastique. Donc je voulais savoir si c'est un modèle qui était vraiment valable, enfin, par rapport à toutes les études auxquelles que vous avez mentionnées là, de savoir finalement quel était le lien avec vous, enfin, ce que vous, enfin, avec vos travaux, et comment on peut expliquer ça aussi aux malades. Est-ce que c'est un modèle auquel on peut se référer? Merci pour cette question. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de considérer, alors moi je suis plus familier de la notion de douleur centrale, que la douleur peut ne pas être causée par un excès de nociception ou peut ne pas être causée par des lésions du système nociceptif, du système nerveux, comme c'est le cas des douleurs neuropathiques, mais par une mauvaise compréhension du cerveau des informations qui lui viennent. Alors il y a des exemples classiques qu'on peut prendre avec les patients, comme le syndrome du membre fantôme, dans lequel le cerveau interprète mal et est capable de ressentir des douleurs qui sont celles du traumatisme qui a pu précéder à l'amputation. Et on peut prendre l'exemple inverse, dans lequel l'anesthésie locale, si le patient en a déjà eu une, eh bien, le cerveau ne crée pas de douleur parce qu'il n'a pas les informations suffisantes pour créer la douleur. Et il y a des arguments importants, notamment issus de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, pour montrer que certains syndromes somatoformes douloureux, c'est particulièrement le cas pour la fibromyalgie, sont associés à un fonctionnement non pas anormal, mais qui dévie notablement de la normalité des régions qui associent des régions cérébrales qui encodent les croyances de haut niveau que l'on peut avoir sur notre environnement,
y compris les croyances sur ce qui doit déclencher de la douleur ou pas, et les régions cérébrales impliquées dans, les mêmes que je vous montrais tout à l'heure, impliquées dans la dimension affective de la douleur nociceptive. Donc le concept de douleur centrale est tout à fait important parce qu'il permet de se dégager de la nociception et puis des lésions aussi, des lésions nerveuses. Autre question, je suis aussi sur le balcon, un peu en dessous. Je suis désolé, vous êtes en contre-jour. Non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Donc Yannick Arillot de Grenoble. Moi, je suis installé dans la Drôme, et pas très loin de la Drôme du Sud. Ce que vous venez d'expliquer, c'est une difficulté à prendre en charge les patients, non pas d'un point de vue médicamenteux, mais de les prendre en charge d'un point de vue entretien, lorsque ils viennent avec ce diagnostic de maladie Lyme, d'autant plus lorsqu'il y a une caution de certains infectiologues et puis éventuellement de prix Nobel. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que nous, en médecine générale, à part le problème médicamenteux, nous avons les moyens d'aider ces patients? Alors, je suis persuadé que oui, il y a un élément qui est important, l'élément pronostic sans doute le plus important, c'est la durée d'évolution des troubles, et plus particulièrement la durée d'évolution de la croyance à une cause unique. Le cas clinique dont je vous ai parlé au début montre que le patient consultait pour une possible maladie de Lyme, il n'avait pas une adhésion à 100%, il avait développé un certain scepticisme, et ces cas sont plus fréquents que les cas extrêmes, je pense notamment en médecine générale, et ce sont les cas sur lesquels on a plus d'action. Alors il me semble qu'on peut avoir une action à deux niveaux, premièrement presque préventive, en évoquant plus rapidement peut-être le diagnostic positif de troubles somatoformes à partir du moment où on a fait les explorations qu'il est raisonnable de faire. En général, les explorations qu'il est raisonnable de faire, c'est à partir du moment où vous dites ça je le prescris ou ça, cet adressage je le fais uniquement pour rassurer le patient et s'il n'était pas anxieux je ne le ferai pas. À ce moment-là, on est souvent de l'autre côté de la barrière. Se freiner au moment où on fait ça et évoquer le diagnostic positif de troubles somatoformes ou de troubles à symptomatologie somatique ou de syndrome de détresse corporelle, ça peut être salvateur pour ces patients, avant qu'ils soient soulagés de leur sentiment d'errance par un autre diagnostic plus farfelu. Ensuite, sur les patients qui adhèrent à un diagnostic, je pense qu'il y a des diagnostics qui sont très symptomatiques. Fibromyalgie, ça veut dire quoi? Douleur musculo-squelettique, ça décrit bien la situation du patient. Électrosensibilité, ça décrit l'attribution à une cause qui clairement n'est pas démontrée, voire l'inverse, enfin le fait que ce n'est pas attribuable au champ électromagnétique est démontré. Donc il y a des labels avec lesquels on peut s'associer, et puis d'autres avec lesquels on ne peut pas s'associer. Mais quand le patient tient à son diagnostic, si on le récuse, vous savez ce que ça va faire, il va voir un confrère et puis c'est tout. Donc un patient électrosensible, par exemple, j'en vois certains, on n'a pas besoin de récuser le diagnostic, on peut par exemple travailler sur l'évitement. Si quelqu'un a développé une sensibilité aux ondes, je peux expliquer que moi, à titre personnel, du point de vue de médecin, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de preuves pour ça, mais j'entends ce qu'il me dit. La pire des choses à faire, ce serait de limiter son exposition aux ondes. Et je le dis en étant tout à fait sincère, en fait, parce que je pense que c'est la première chose à faire. Donc s'il vit calfeutré, il essaye de fuir les montagnes relais, etc., on va essayer de réfléchir à un programme d'exposition. Comme quelqu'un qui aurait un syndrome de fatigue chronique, je sais bien qu'à chaque fois qu'il fait un effort, il est un peu plus fatigué, mais je sais aussi que c'est cet évitement qui l'aggrave à long terme. Donc on peut travailler, quel que soit le degré d'adhésion du patient à ces différentes croyances, mais pas de la même façon.